Bonjour à tous. Nous sommes ravis de l'intérêt que vous portez à notre webinaire. Nous commencerons dans 5 minutes pour laisser le temps aux retardataires de nous rejoindre. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, bonjour chers panélistes et bonjour à tous les participants. Bienvenue à ce webinaire que nous organisons en ce jour qui porte sur la digitalisation des services gouvernementaux, meilleures pratiques, difficultés et pistes de solutions. Avant de débuter notre session, je pense qu'il serait intéressant que nous voyions tous ensemble quelques modalités pratiques et logistiques pour le déroulement de la session. Donc, en termes de modalités pratiques et logistiques, on va demander justement à toutes les personnes de mettre, tous les participants, de mettre justement les micros en mode sourdine, donc de couper leur micro. Et vous pouvez envoyer vos questions tout au long du déroulement du webinaire. Et ces questions seront adressées justement à la fin du webinaire. Donc, nous avons consacré une séance de réponse aux questions de vous, chers participants, de 30 minutes. Et à la fin, nous sommes en train de faire un enregistrement de ce webinaire. Il sera partagé justement par courriel à l'ensemble des personnes qui ont bien voulu s'enregistrer pour cette session. Alors, pour cette thématique, nous avons invité 4 personnes. Moi, je me présente d'abord, je suis Achille Téfon, je suis consultant manager à MSC, auparavant connu sous l'appellation de Microsafe Consulting. Je suis basé à Dakar et je reçois pour cette session Monsieur Innocent Nizeimana, qui lui est directeur des services de l'ingénierie à l'Agence de l'informatique de l'État sénégalais, qui est basée ici au Sénégal. Donc, bonjour Innocent. Bonjour Achille. Nous avons également M. Olivier Touagira Yezou, qui lui est Project Manager à Smart Africa et basé au Rwanda. Bonjour Olivier. Bonjour Achille. Nous avons également M. Geoffrey Bono, qui lui est directeur général de l'économie numérique et de la poste au ministère du numérique et de la digitalisation au Bénin. Bonjour Geoffrey. Bonjour cher Achille, comment allez-vous? Très bien, merci. Et enfin, nous avons M. Afis Ileoma, qui lui est directeur des projets de dématérialisation à l'Agence des services et systèmes d'information au Bénin. Bonjour, M. Afis. Bonjour Achille, bonjour tout le monde, bonjour chers panélistes. OK. Donc, merci à tous d'avoir accepté de prendre part à ce webinaire. Je pense que sans plus tarder, nous allons débuter notre séance. Alors, le webinaire qui porte sur la thématique de la digitalisation des services gouvernementaux, meilleures pratiques, difficultés et pistes de solutions, se fait dans un contexte, le contexte actuel qui est marqué par la crise sanitaire de la COVID-19 et qui, plus que jamais, impose l'introduction du numérique et la diffusion afin justement d'assurer la continuité des services publics prioritaires. Donc, le numérique aujourd'hui apparaît comme un instrument capable d'influer positivement sur l'organisation du travail dans l'administration et même sur les rapports entre le service public et bien sûr les usagers. Donc, son utilisation permet de créer de nouvelles activités et bien sûr de dynamiser l'économie en impactant aussi bien sur les emplois, sur l'innovation et sur les rapports au travail avec des interconnexions permanentes en tout lieu et pour tous les usagers. D'ailleurs, on a l'habitude de mettre en avant 4 points qui sont pris comme étant des avantages de la digitalisation du service public.
Dans un premier temps, on parle de faciliter le découpage et l'analyse systématique des informations et des données des citoyens et des organisations afin justement d'optimiser leur utilisation. Dans un second temps, on évoque le fait qu'il permet d'accroître le contrôle de la fraude et encourager la bonne gouvernance. Ensuite, il permet de simplifier et de faciliter la vie, bien sûr, aux citoyens et aux organisations. Et enfin, un aspect qui est aussi très important, il réduit l'impact environnemental. Donc, on peut bien constater que la transformation digitale numérique des administrations permet non seulement l'accélération de la modernisation de ces administrations qui se digitalisent et s'inscrit dans l'ère de la révolution numérique, mais également permet à l'administration de mieux servir les administrés et de mieux promouvoir l'utilisation du digital. Avant l'avènement de la COVID, il faut noter que certains pays en Afrique, comme le Cap-Vert, le Rwanda, le Maroc, le Kenya ou même l'Afrique du Sud et la Tunisie, avaient déjà entamé, dans le cadre de la modernisation de leur administration, des programmes de digitalisation avec parfois un guichet unique portant sur des procédures administratives. Alors, bien évidemment, les pays d'Afrique subsaharienne francophone ne sont pas en reste. Ces pays ont, pour la plupart, émis la volonté justement de suivre cette mouvance de la révolution numérique. D'ailleurs, on peut tous constater que la majorité de ces pays, il y a eu au sein de ces pays la création des ministères du numérique pour les uns ou de la digitalisation pour les autres dans la quasi-totalité. Donc, si certains pays ont connu, disons, un niveau de succès retentissant dans la digitalisation des services de l'État, il n'en demeure pas moins que cette trajectoire ne s'opère sans défi, sans difficulté à surmonter. Donc, c'est la raison pour laquelle Microsafe a bien voulu organiser cette session. Donc, peut-être dire un petit mot sur le cabinet MSC Microsafe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, MSC, auparavant connu sous l'appellation de Microsafe Consulting, est un cabinet de conseil spécialisé en inclusion financière, économique et sociale. Donc, nous avons 11 bureaux à travers le monde et pour servir l'Afrique, nous avons des bureaux en Ouganda pour servir l'Afrique australe, nous avons des bureaux au Kenya pour servir l'Afrique de l'Est et nous avons des bureaux à Dakar au Sénégal pour servir l'Afrique francophone. Donc, nous avons 3 activités principales qui sont la recherche, l'assistance technique et le renforcement des capacités des institutions. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur pas mal de projets avec des acteurs différents dans différents secteurs, que ce soit au niveau du secteur institutions financières, que ce soit au niveau du secteur micro, petites et moyennes entreprises, au niveau du secteur agricole, de la santé, du secteur du genre et de la jeunesse, et bien évidemment du secteur du gouvernement et des régulateurs. D'ailleurs, MSC a comme expertise l'accompagnement justement des États à la conception et au déploiement des programmes G2P et P2G, mais également l'évaluation numérique de l'état de préparation justement des États lorsqu'ils veulent enclencher des projets de digitalisation. Nous faisons également tout ce qui est re-engineering et accompagnement à la digitalisation des processus. Et bien sûr, nous avons une grande expertise en termes de projets d'identité numérique. D'ailleurs, nous avons accompagné le gouvernement indien qui fait office aujourd'hui de référence dans son projet ADAR. Et nous avons également souvent organisé des voyages d'apprentissage des pairs avec Better Than Cash Alliance sur l'Inde pour pouvoir partager ces expériences-là.
Donc, pour finir, MSC a aussi une grande expertise en termes de gouvernance digitale. Donc, pour revenir à notre session, je vais tout d'abord me tourner vers Geoffroy pour la première question qui aujourd'hui serait certainement la question à laquelle la plupart de nos participants souhaiteraient avoir réponse d'entrée de jeu. Quand on parle justement de digitalisation des services de l'État, des services gouvernementaux, quel est le champ des services de l'État qui peuvent justement être digitalisés? Je me tourne vers Geoffroy pour cette première question. Merci, cher Achille, pour d'abord cette belle introduction que vous venez de faire par rapport à la digitalisation. C'est une très belle introduction. Et d'entrée de jeu, j'aimerais tout d'abord dire que c'est un plaisir pour moi d'être associé à ce webinaire, c'est un thème très intéressant et c'est, disons aussi, c'est compte tenu de l'actualité. Vous avez bien choisi ce thème. Et je peux vous dire que cela entre en ligne de compte avec les préoccupations actuelles de nos gouvernants. Alors, si on s'entend d'abord sur la digitalisation, qui est comme le procédé qui permet de transformer un outil, un objet, un process ou un métier, de le remplacer par des codes informatiques plus performants et le rendre plus performant. Et tenant compte de tout ce que vous venez déjà de développer et qui sont les conséquences ou les avantages liés à la digitalisation, de faciliter la vie aux citoyens, ainsi de suite, je peux me baser de tout ce que vous venez d'annoncer pour dire que pour un État, il n'y aurait véritablement pas de champ déterminé pour les services à digitaliser. Du moment où l'administration trouve, si l'administration a une opportunité de pouvoir, disons, réinventer le fonctionnement, de pouvoir faciliter la vie des citoyens, je pense que le champ reste et demeurera vaste pour l'État. L'État n'a pas pour ambition de laisser des citoyens en rade, n'a pas pour ambition de laisser des citoyens pour compte. Donc, vu dans ce temps, l'État a le devoir ou se donne la mission de pouvoir couvrir tous les champs possibles. Si l'État identifie que c'est un champ utile qui pourrait faciliter la vie des citoyens, qui pourrait améliorer les conditions de vie et également derrière cela assurer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et tout, je pense que l'État sera présent sur ce chantier de digitalisation. Mais l'État ne peut pas aller de façon désordonnée. Donc, l'État se donne une priorité, d'accord, définit une priorité basée sur un certain nombre de critères, d'accord, pour pouvoir aller de façon méthodique des chantiers selon les priorités que l'État a définies. Donc, je peux prendre par exemple comme critère le critère des personnes de troisième âge, des services fournis peut-être aux personnes de troisième âge, pour voir, si je prends le cas de la délivrance de relevés de pension aux retraités qui ont servi l'État pendant une trentaine d'années et qui ne se trouvent pas aujourd'hui dans les conditions physiques pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir faire des mouvements avec les réquisitions liées, pour se faire délivrer ces services-là, qui est important pour eux. Donc, l'État peut décider d'aller de dématérialiser, de digitaliser ce service, par exemple, à fournir à cette couche de catégorie d'acteurs. Un peu. L'autre critère qui pourrait être pris en compte, ce serait le critère des services populaires. Quand je dis services populaires, je veux nommer les services les plus sollicités, les services dont la délivrance cause souvent d'énormes désagréments aux demandeurs, des services dont pour les obtenir, il faut des déplacements inutiles qui à côté à ces coûts, ces risques qui sont liés, vous voyez, sans oublier la lenteur, la lourdeur administrative que cela peut générer en causant des désagréments aux populations
en général. Je peux nommer les services comme l'obtention de casiers judiciaires, par exemple, les services comme l'établissement de passeports, les services comme registre de commerce, vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire qu'il n'y aura pas un champ véritablement bien défini pour un État pour les services digitalisés. Si l'État juge que ce service-là est utile pour ses citoyens et que ce service-là vient régler les souffrances, les peines des populations, eh bien l'État, sans hésiter, est là. Et je pense que c'est pratiquement le cas le cas du Bénin, qui s'est défini des critères pour pouvoir aller pas à pas. Vous aurez constaté que même, comme vous avez si bien dit dans votre introduction, avec la propagation de Covid-19, pendant cette période, l'État a lancé pas mal de plateformes pour pouvoir également faire observer les mesures sociales, les mesures de distanciation, ainsi de suite, surtout au niveau de la couche des étudiants, ainsi de suite, en lançant des plateformes pour leur permettre, même depuis chez eux, pour pouvoir accéder au contenu, aux cours, ainsi de suite. En même temps, pour les résultats, pour le lancement des résultats. On voit un peu. Donc, il y a la priorisation des critères et il y a également les phénomènes de la nature qui amènent l'État à pouvoir déterminer son champ de la digitalisation des services. Donc, vous voyez, on ne peut pas bien circonscrire le champ d'intervention de l'État dans la digitalisation des services. Merci beaucoup, Geoffrey. Alors, vous dites qu'effectivement, l'État doit pouvoir couvrir un ensemble de champs, ça dépend de beaucoup d'autres paramètres. Alors, je voulais savoir, Olivier, vous qui êtes à Smart Africa, vous travaillez avec pas mal d'États qui sont justement membres de Smart Africa. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement par rapport à cette question-là? Quel est votre avis là-dessus? Oui, merci Achille pour l'introduction et toutes les explications que vous avez données. Et merci à mes collègues et M. Bono qui vient de répondre avant moi. Et ce que je voulais dire, dans le fond, exactement, c'est la question, qu'est-ce qu'on a comme expérience à Smart Africa avec les interventions qu'on a avec des États différents. C'est qu'en réalité, tous les champs des services du gouvernement ou des États peuvent être digitalisés. Et pour faire ça, il faut des infrastructures adéquates et il faut aussi des bonnes connaissances digitales vis-à-vis des clients. Là, je veux dire les populations qui demandent des services. Donc, avec ça, c'est que dans un pays donné, normalement, la meilleure façon de procéder quand on cherche à digitaliser les services d'État, c'est de voir qu'est-ce qu'on doit avoir comme mission. Donc, ce qu'on voit que ça doit être la bonne mission d'abord, c'est de se donner un objectif de minimiser ou d'éliminer complètement les déplacements que les populations vont faire pour chercher des services. Donc, en allant avec ce genre de mission ou ce genre d'objectif, on se rend compte que tous les services peuvent être digitalisés, sauf ceux qui demandent la présence et la signature physique, comme les mariages, les divorces, les transactions immobilières. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment, à chaque pays, à définir où est-ce qu'ils sont, parce que dépendamment de l'éducation digitale que la population de tel ou tel pays va avoir, là, on peut savoir où commencer. Mais en commençant d'abord en visant à minimiser ou réduire les déplacements. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Avec ces très bons points, on peut tout digitaliser, mais il faudrait prendre en compte que les services qui demandent des signatures physiques ne peuvent pas être digitalisés. Alors, je ne sais pas si Innocent ou alors Afis voulait rajouter quelque chose par rapport à cette question-là. J'ajouterais bien le point qui va
largement dans le même sens que mes deux précédents interlocuteurs. Effectivement, comme le disait mon collègue Geoffroy, lorsqu'on va parler du champ du possible, on peut faire plusieurs choses. Mais effectivement, il nous faut catégoriser les différents services de sorte à pouvoir mettre le citoyen au centre de ce que l'on veut donner. C'est en ce sens que si je prends le cas du Bénin, on est allé directement sur trois premières catégories. Geoffroy le disait très très bien. La première, c'est une troisième page. Pour mettre vraiment les choses sur un curseur, on avait des personnes qui peuvent par exemple avoir une attestation de pension, devaient se déplacer une première fois, remplir un formulaire, revenir au bout de 48 heures, récupérer donc au bout de ces 48 heures l'attestation. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, bien évidemment, on peut le faire de n'importe où dans le monde, mais aussi on peut obtenir son attestation donc, sous forme électronique qui est avec un code d'authenticité pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de fraude. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, je disais tout à l'heure qu'il fallait 48 heures pour obtenir cette attestation. Maintenant, de partout dans le monde, vous pouvez l'obtenir en 3 minutes. Donc ça, c'est vraiment des avantages énormes que peut nous donner la dématérialisation. Après, les autres catégories, Geoffroy le disait bien, ceux qui sont populaires, tout ce qui va être certificat de nationalité, etc. Et puis, ceux qui sont surtout liés aux entreprises. Des entreprises qui sont souvent sous le stress pour déposer des dossiers d'appel d'offres. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de donner à ces entreprises la possibilité de pouvoir, de façon dématérialisée, obtenir assez rapidement chez nous son registre de commerce, etc. etc. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le champ. Aller vraiment sur une catégorie et puis des arbitrages qui sont faits par ce qu'on appelle un organe de gouvernance. Merci. Merci beaucoup, Afis. Donc, aller sur une catégorie et après faire des arbitrages. Alors, je vais me tourner maintenant vers Innocent pour poser une seconde question. Alors, quels sont les défis auxquels font face les États dans leur volonté de digitaliser justement le service public? Innocent, je me tourne vers vous. Merci, Achille. Et je salue aussi les autres panélistes. Et je vous remercie en tout cas pour cet honneur que vous m'avez fait pour participer à ce panel sur ce sujet très intéressant d'ailleurs, hein, très intéressant parce qu'aujourd'hui, la transformation digitale au niveau de l'administration, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Hein. On ne peut pas rater ça, en tout cas en 2020, c'est pas possible. Donc, pour répondre à la question, des défis auxquels font face les États dans leur volonté de digitaliser les administrations publiques. D'abord, il y a un constat qu'il faut dégager. Le premier constat d'abord, c'est qu'il y a des administrations, dans les administrations en tout cas, peut-être en tout cas en Afrique francophone que je connais très bien, que j'ai visité aussi, il y a beaucoup de systèmes d'information au niveau des administrations et chaque administration veut mettre en place son système d'information. Le deuxième constat, c'est que lors de la mise en place de ces systèmes d'information, ils utilisent les infrastructures et les équipements numériques disparates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonisation lors de la mise en place justement de ces systèmes d'information quant aux équipements utilisés, les infrastructures, etc. Et il y a un autre constat aussi qu'on retrouve hein, dans beaucoup d'administrations, c'est la faible utilisation en tout cas de l'outil numérique dans le traitement des dossiers des usagers du service public. Maintenant, ayant beaucoup de systèmes d'information un peu disparates, les infrastructures qui ne sont pas harmonisées et puis les gens qui n'ont pas vraiment un niveau quand même je ne dirais pas de volonté, mais de culture d'utilisation du numérique dans leur travail de chaque jour. Et là, l'État doit relever en tout cas un défi majeur de pouvoir amener ces administrations-là à échanger, c'est-à-dire mettre en place en tout cas un cadre qui va permettre
à ces administrations d'échanger les données. En quoi faisant? En adoptant les textes réglementaires en rapport avec les échanges de données entre les différents démembrements de l'État. Et en permettant en tout cas l'échange de ces données, l'État aussi doit relever un défi d'opérationnaliser les guichets uniques. Aujourd'hui, c'est inconcevable que je puisse aller dans une administration, je donne mes informations, le nom, le prénom et autres, et j'arrive à une autre administration, on me demande les mêmes informations, alors qu'ils sont tous dans un même état, ils pouvaient vraiment échanger les données. Donc, je donne l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en train de conduire un programme qui s'appelle Smart Sénégal, qui englobe 5 projets, grands projets, parmi lesquels nous avons une composante de Smart Territoire. Smart Territoire vise à construire dans 45 départements du Sénégal un espace qu'on a appelé Espace Sénégal Service. Au niveau de ces espaces-là, nous allons y concentrer les services. C'est-à-dire, nous allons y mettre un guichet unique. Et quand je parle de guichet unique, bien évidemment, ça commence par le physique. C'est-à-dire, les procédures qui ne sont pas, ou les démarches qui ne sont pas dématérialisées, vont se limiter tout simplement à gérer le dépôt, soit en ligne, soit en physique, et le traitement va se faire manuellement. Les procédures qui sont dématérialisées, ça va se faire non seulement sur place, mais aussi les opérations vont se faire en ligne. Mais le citoyen ne va pas se déplacer dans beaucoup d'administrations pour chercher tel ou tel papier. Donc, sur place, il va déposer, il va payer et il va avoir en tout cas le service qu'il veut. Donc là, vous constatez qu'en fait, derrière, il faut l'échange de données entre les administrations pour justement opérationnaliser ce guichet unique-là. Donc cet aspect d'échange de données est nécessaire et l'État doit vraiment relever ce défi. Ensuite, il faut amener en fait les administrations à l'ouverture des données, parce que l'ouverture de données permet non seulement à ne pas, je reviens encore à demander une seule fois les informations aux citoyens, mais il y a les administrations qui veulent justement garder leurs données à eux, c'est les données à nous parce que c'est notre domaine, les autres c'est leur domaine, et puis du coup, voilà, on remarque en fait le cloisonnement dans les systèmes d'information de l'État. On est tous dans l'État, donc il faut ouvrir les données, échanger les données. Et donc il faut relever en tout cas ce défi d'amener les acteurs de les faire adhérer en fait à cette ouverture de données au bénéfice en fait de toute l'administration parce qu'on travaille tous pour le citoyen. Encore, il y a un autre défi que font face les États. Et c'est la reprise, on vient de mettre en place un système d'information, mais il y a quand même l'existant. Il faut la reprise de l'existant pour pouvoir justement démarrer sur de bonnes bases, de bonnes informations. On ne peut pas démarrer en tout cas tout à zéro, c'est pas possible. Il faut reprendre l'existant et du coup, ce défi est majeur et surtout c'est coûteux et puis en tout cas certaines administrations ne veulent pas en tout cas entrer dedans pour faire la reprise de l'existant. Et enfin, peut-être pour ne pas trop durer, il y a un défi aussi de conduite du changement. Il faut, quand vous mettez en place en tout cas des systèmes d'information au niveau des administrations, eh bien, il faut vraiment amener les acteurs, c'est-à-dire les agents de l'administration, à pouvoir l'exploiter convenablement. Donc, il faut la conduite du changement, la formation des utilisateurs, etc., etc. Donc, là, voilà en fait les défis que je trouve que les États, en tout cas, de manière générale, doivent relever pour pouvoir vraiment réussir quand même le programme de digitalisation. Merci beaucoup, Ethan.
Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je retiens justement que vous avez parlé de la conduite du changement et d'amener justement les acteurs de l'administration eux-mêmes à comprendre les biens fondés du partage d'informations qui sera centralisé. Je vais me tourner vers Afis pour lui poser la même question, étant donné que je pense qu'ils sont directement liés à cette problématique au quotidien avec l'agence. Afis, est-ce que vous avez quelque chose justement à dire sur cette question-là en termes de défis? Oui, tout à fait. Merci, Achille. Merci, il me semble d'avoir beaucoup dégrossi la question. Je vais essayer de ne pas faire de redite. Je vais essayer d'être assez complémentaire. De mon point de vue, si je me base sur l'expérience que l'on a au Bénin, je crois que la première des choses, et on a cette chance au Bénin, c'est d'être dans ce qu'on appellerait un cadre bien balisé. Il faut avoir une volonté politique au plus haut niveau. Si pour ce genre de gros défis, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il faut qu'on soit sur des organisations de type top-down. Si vraiment on est sur un directeur qui a eu une idée lumineuse lors d'une réunion et qui veut le faire remonter en bottom-up, on ne peut vraiment pas réussir cette digitalisation, en tout cas d'un point de vue national. Donc la première des choses, je dirais la volonté politique le plus haut sommet de l'État. C'est ce que l'on a. Pour d'ailleurs mieux illustrer cela, on est vraiment dans un cadre qui est bien défini, qui est ce qu'on appelle un des 6 projets phares, qui s'appelle l'administration intelligente, qui est dans un axe stratégique qu'on appelle amélioration de la bonne gouvernance. Donc vraiment, excusez-nous du peu. Donc d'abord, ce que je disais, la première chose, c'est une volonté politique. Après, ce qui est très important, c'est le cadre légal. Donc, au Bénin, on a ce qu'on appelle le code du numérique. Le code du numérique qui permet donc de pouvoir enclencher quelque chose de très, très important qui est la confiance citoyenne. Parce que derrière, il y a la protection des données. Et si je vous donne un exemple très simple, on a par exemple dématérialisé l'affichage des résultats, le BPC, le BAC. Maintenant, les gens n'ont plus à se déplacer pour aller voir des affichages en ligne. C'est quelque chose qui paraît évident. Mais il a fallu prendre des décrets bien précis de sorte à encadrer cela lorsqu'on l'a dématérialisé. Est-ce qu'on a une personne qui peut récupérer le résultat d'une autre qui a échoué au bac et par exemple la partager sur les réseaux sociaux en se moquant de cette personne? C'est des choses qu'il faut bien encadrer, il faut que les choses soient très très bien vues avec l'équivalent chez nous de la CNIL qui s'appelle l'Agence de protection des données. Donc, la première des choses à laquelle je pense pour être complémentaire avec l'innocence, c'est cette notion de cadre bien balisé. Après, maintenant, pendant cette exécution, pendant que l'on met en place une dématérialisation, il y a 2 choses qui me paraissent évidentes et importantes. C'est d'abord ce qu'on appelle une gouvernance. Une gouvernance qui va nous permettre de pouvoir travailler avec les différents ministères, travailler avec les impliqués le mieux possible pour pouvoir avoir des critères de choix des e-services qui vont sortir. Et pendant qu'on a cette gouvernance pour la mise en place au fur et à mesure des e-services, déjà penser à l'exploitation. Ce que j'appelle l'exploitation, c'est d'avoir bien balisé la structure qui va exploiter donc, ces services en ligne, avoir un support aux citoyens ou bien aux entreprises leur permettant donc de pouvoir facilement faire leur demande en ligne. Après viennent d'autres points que je vais toujours mettre en complémentarité, qui paraissent évidents, je crois, pour tous les webinaires ici, qui sont les infrastructures. Il faut avoir un bon taux de couverture Internet. Et même si on sait qu'on ne couvre pas facilement toutes les régions, ce qu'on a pris comme choix, par exemple au Bénin, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des points numériques communautaires pour pouvoir couvrir le mieux possible, y compris les zones blanches dans tout le Bénin. Donc voilà un ensemble de choses qui sont assez importantes, de défis. Et ce que disait derrière tout à l'heure Innocent, je vais le reprendre en parlant de l'interopérabilité des données. Là-dessus, je vais faire juste un petit stop. Ce qu'on a fait, ce qu'on a benchmarké, on a regardé ce qui marche le plus et on a eu un partenariat avec les Estoniens pour mettre en place le fameux X-Road, qui est une plateforme de dématérialisation des échanges qui est connue dans le monde et que l'on a implémenté avec succès au Bénin. Ce que cela nous permet de faire, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle l'unicité des données. Lorsque, par exemple, vous voulez faire votre demande en ligne de passeport,
c'est inutile de vous redemander vos empreintes, sachant que lors du recensement de la population, on avait déjà ces données. Donc, ce serait déjà innocent. Ne pas redemander la même information aux citoyens. On peut, par l'interopérabilité des données, automatiquement, donc savoir que ce que l'État a déjà pris une fois, il l'a. Donc, et il faut mettre en place ce qu'on appelle des référentiels importants qui nous permettent de pouvoir réussir la dématérialisation. Le registre des entreprises, le registre cadastre et surtout les impôts. Je crois qu'à partir de ces 4 registres qui sont très très importants et qui sont souvent conseillés lorsqu'on veut dématérialiser, on arrive à pouvoir aller beaucoup plus loin. Là, je ne vais pas redire ce que Innocent a dit sur ce qu'on appelle la maturité du citoyen. Il faut pouvoir accompagner le citoyen, mais ne pas penser qu'au citoyen, il faut penser aussi à nos officiels, quelqu'un qui prenait donc un ensemble de feuilles à un guichet pour pouvoir les analyser. Maintenant, il faut qu'il les download à partir de ce qu'on appelle un portail des officiels pour pouvoir traiter les demandes qui sont faites. Je crois qu'on aura l'opportunité de parler des portails, parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas en physique devant quelqu'un, donc il y a ce qu'on appelle l'identité numérique. L'identité numérique, on doit être sûr qu'on a la bonne personne derrière l'écran et que c'est cette personne qui demande un acte bien précis. Alors que je vous passe les notions de paiement en ligne. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on travaille énormément. Aujourd'hui, on peut payer ces différents actes en ligne et on travaille sur une plateforme nationale des paiements électroniques, etc., etc. Je crois que Innocent aussi a dit pas mal de choses. Donc, de façon complémentaire, c'est ce que je voulais dire. Merci encore. Alors peut-être, Afis, juste une question, peut-être que vous pouvez répondre en 2 mots. Vous avez parlé de la maturité des citoyens. Comment est-ce que vous arrivez justement à juger de la maturité des citoyens? Mais déjà, comment on fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que, il faut pouvoir mettre en place. Il faut partir du principe qu'il y a des services qui vont être très, très simples de source par le parcours utilisateur, mais il faut aussi mettre en place ce qu'on appelle des one-stop shops, c'est-à-dire des maisons d'assistance aux citoyens où vous avez des personnes qui, lorsqu'elles ne vont pas pouvoir consommer un service, elles peuvent aller dans cette maison d'assistance aux citoyens. Vous avez des personnes qui, au moins pour la première fois, pourront les aider à pouvoir consommer ce service. Parce qu'on peut même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire avoir la possibilité, lorsqu'on a un agent assermenté dans cette maison d'assistance aux citoyens, de se connecter pour tiers, montrer aux citoyens tout ça parce que la prochaine fois, ils puissent le faire tout seul. Mais quand on parle de maturité aussi, c'est dans les 2 sens. La maturité partira du principe que de plus en plus, on va mettre en place un ensemble de e-services et puis ça deviendra un réflexe. Mais aussi, il faut avoir un retour. Il faut pouvoir mettre en place, que ce soit dans ces one-stop shops ou sur le portail des services en ligne, la possibilité d'avoir donc des recueils, des remarques des utilisateurs pour pouvoir améliorer les services et de plus en plus avoir des gens qui naturellement savent utiliser un service et pour lesquels on va avoir une maturité numérique. Bon, je l'ai dit en plus de 2 mots, je suis désolé, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille énormément pour avoir des gens qui sont habitués à utiliser les services. OK. D'accord, parfait. Merci. Alors, je vais peut-être me tourner vers Olivier cette fois-ci pour lui demander, alors, si on considère pour un État qui démarre en fait en termes de digitalisation de ses services, ou un État qui est à un niveau très faible de digitalisation, quel pourrait être l'ordre de priorité? Je sais qu'on l'a évoqué lors de la première question, qu'il faudrait savoir comment prioriser. Je voulais savoir justement, Olivier, comment est-ce que, ou alors quel pourrait être l'ordre de priorité d'un État qui a un niveau très faible ou qui essaie de démarrer la digitalisation de ses services? Oui, merci Achille. Tu sais, exactement sur cette question, mon ami Afis vient de dire quelque chose de très important, qui est l'identité numérique. Donc, on se trouve dans des pays où, en Afrique, ce n'est pas tous les pays qui ont des identités fondamentaux. Ce qui est un problème. Parce que quand on donne des services en ligne, il faut savoir qu'on donne les services à la bonne personne. Donc, la première chose à faire quand on commence vraiment à offrir ce genre de service, il faut s'assurer que toutes les personnes qui vont avoir besoin de ce service, ils peuvent avoir une identité qui peut être numérisée et qui est aussi permanente.
Ça ne demande pas beaucoup de choses. Il faut juste un numéro permanent. Je peux te donner un exemple de 3 pays que je connais bien, qui est au Rwanda. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il y a une identité numérique. Ton numéro d'identité, même quand tu perds ton identité, c'est toujours le même numéro qu'on te donne. Donc, d'ici à la fin de ta vie, ça va toujours être le même numéro. Du coup, tous les services qui sont offerts en ligne maintenant, qui quand même un peu à un niveau avancé dans les services gouvernementaux, à chaque fois, il te faut donner ton numéro d'identité. Si tu veux un casier judiciaire, il te faut un numéro d'identité. Si tu vas pour payer les taxes, il te faut un numéro d'identité. Donc, ça, c'est vraiment la base. La même chose est faite au Canada. Là-bas, ils ont ce qu'ils appellent un numéro d'assurance sociale parce qu'il n'y a pas de carte d'identité. Mais ce numéro, il t'est donné même pour les bébés. Pour un bébé d'une semaine, il y a son numéro d'assurance sociale et ça, c'est jusqu'à la mort. D'autres pays, ils font aussi la même chose, comme l'Estonie, qui est vraiment un des meilleurs pays qui sont digitalisés. C'est toujours, donc ça, c'est très important. C'est la base de tout. Après que ce numéro d'identité est donné, les services qui normalement vont en ligne en avant de tout ça, c'est comme il a dit M. Bonou, les services populaires ou les services d'administration locale. Donc ça fait tous ces petits papiers qu'il te faut aller au bureau d'e-commune pour aller chercher tous tes certificats de naissance. Tout ça, c'est facile que ce soit en ligne. Donc, dans les pays où c'est avancé, tout ce qu'il te faut, c'est d'aller en ligne ou de faire un appel. Je pense que souvent, on parle de la digitalisation et les gens ils vont souvent penser à l'ordinateur. Mais normalement, ça ne commence pas par ça. Ça doit commencer par avoir une façon de centraliser les services. La plupart des pays, c'est la même chose en Estonie, au Canada, au Rwanda. Ça a commencé par un centre d'appel. Donc, il y a une place où tu appelles pour dire j'ai besoin de tel ou tel service. Et ce même bureau, ils ont accès aux autres bureaux qui ont l'information que tu peux avoir. Donc, ils prennent ton information, ils vont aller chercher, ils vont te livrer. Parce qu'une fois qu'on a le succès avec ça, c'est là qu'on peut aller en ligne. Quand on vient en Afrique, on doit éduquer nos populations. Il faut un niveau de connaissances digitales assez élevé pour pouvoir manipuler tous ces outils. Un des exemples qui a été fait au Rwanda, c'est qu'il vit exactement que le niveau de connaissances digitales n'est pas assez élevé. Il y a toujours un système d'agents. Donc, c'est ce portail de services gouvernementaux ici, ça s'appelle IREMBO, qui veut dire accès, tout simplement. Mais il y a des agents d'IREMBO un peu partout. Tu peux les trouver dans chaque 200 mètres. Donc, si tu as besoin de services, il faut juste se tenir à cette personne. Tu vas peut-être des fois payer quelques frais pour qu'il te donne le service. Et il va faire ça pour toi. Il te demande ta carte d'identité. Et s'il y a quelque chose à imprimer, il va te donner ça. Donc, c'est 3 choses. Le système d'agent pour aider avec les connaissances digitales, la carte d'identité et les services administratifs. C'est les 3 choses à établir. Et puis aussi la communication. Il faut que les gens sachent que ce que tu es en train de créer, c'est qu'est-ce qui va les faciliter la vie plutôt qu'autre chose. Parce que s'ils pensent que, oh, là, tu viens nous compliquer, ça devient un problème. Mais si tu dis, si tu veux les services au gouvernement, tu vas chez Achille et il va t'aider. Le bon message est passé. Même s'il n'y a pas d'ordinateur, les gens comprennent c'est quoi l'utilité. Merci. Très bien. Je pense qu'Olivier, on reviendra sur ce point-là qui fait peut-être intervenir la communication. Mais avant, je voudrais m'adresser aussi à Geoffroy pour la même question. Parce que Olivier, tout à l'heure, a parlé d'identité numérique. Il a parlé des services populaires. Alors, Geoffroy, pour vous, quels sont justement, pour un État qui démarre, entre guillemets, disons, l'ordre de priorité? On ne vous entend pas, Geoffroy? Est-ce que votre micro est ouvert? OK. Merci beaucoup, Achille. Je crois Olivier a abordé des points importants. OK. Mais je vois que les exemples qu'il a donnés, c'est des pays qui ont eu certaines avancées. C'est des pays qui ont eu certaines avancées. Mais vous parlez plutôt des pays qui ont un faible niveau.
Donc, si c'est des pays qui ont un faible niveau, je voudrais aller vers nos pays qui sont peut-être à l'étape 0, donc, et qui veulent amorcer le processus de digitalisation. Alors, dans ce cadre-là, je vais mentionner 3 briques. C'est-à-dire, Innocent avait déjà parlé de l'harmonisation des systèmes. Il est important de disposer d'un schéma directeur national, d'accord, qui est un outil de planification. OK? Et en dehors de cela, il faut définir le cadre général d'interopérabilité parce qu'il est indispensable que les systèmes puissent se parler, pour que les systèmes puissent interopérer, fonctionner ensemble. Vous voyez un peu. Donc, quand nous parlons de la digitalisation, très rapidement, le réflexe, c'est la sécurité des données. OK? Pour le cas du Bénin, on a une infrastructure à clé publique qui assure la sécurité des plateformes, des différentes plateformes qui existent. Donc, pour moi, un État qui est à un faible niveau doit pouvoir maîtriser ces 3 briques, doit pouvoir assurer l'interopérabilité, doit pouvoir assurer le fonctionnement, la synergie d'action pour ces 3 différentes briques que je viens de mentionner, en ajoutant, bien entendu, en évoluant dans le processus, les exemples donnés par Olivier, qui sont des exemples très importants, puisque aujourd'hui, le Bénin aussi est en train d'aller vers l'identité numérique unique. Chaque citoyen béninois doit disposer de son numéro personnel d'identification qui le suit depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il y a une agence qui est mise en place qui se charge de la délivrance de ce numéro personnel d'identification. Et ça, c'est aussi des paramètres pour lesquels on tient compte pour pouvoir avoir accès au portail national des services publics pour certains services sécurisés. Ouais, un peu. Donc, il faut une synergie d'action pour ce que moi je comprends dans ce processus. Un État, on peut faire le choix de prendre le bout que l'on estime qui va nous permettre d'aller vite, mais il faut asseoir la base. Il faut avoir une base solide pour pouvoir avancer. Quand on a une base solide, ajouter les différentes couches après, c'est beaucoup plus aisé. OK, très bien. Je pense qu'on en a suffisamment appris pour ce point-là. Et je vais peut-être me tourner vers Innocent pour une autre question, c'est comment est-ce que l'État doit impliquer justement les citoyens et les entreprises et organisations justement dans la mise en œuvre des projets de dématérialisation de ces services, de digitalisation de ces services. Parce qu'on a cité tout à l'heure, je pense que Afis a parlé tout à l'heure de la maturité justement des citoyens. Alors, comment est-ce que vous pensez que l'État devrait impliquer ces citoyens-là et les organisations des entreprises pour la mise en œuvre de ces projets? Ok, merci Achille pour cette question. Et, avant de répondre, je voudrais d'abord parler de quelques chiffres pour montrer tout simplement que le citoyen qui est en face de nous en tant qu'administration, c'est vraiment un citoyen hyper connecté. Donc, il faut faire attention quand tu veux lui donner vraiment une solution et pour utiliser sur les devices qu'il utilise normalement. Au Sénégal, c'est une population de 16 millions et demi, comme ça, mais 46%, il y a 46% qui utilisent l'Internet. Mais ils utilisent l'Internet où exactement? Donc, 56%, ils utilisent l'Internet sur les laptops, sur les desktops. 42% utilisent l'Internet sur les devices mobiles, les téléphones mobiles, plus précisément. Et le reste, 0,9%. En tout cas, le reste, c'est sur les autres devices, notamment les tablettes, les montres connectées, etc., etc. Donc, cela nous montre qu'en fait, le citoyen, c'est pas un citoyen qu'on avait avant, c'est un citoyen connecté. Donc, maintenant, si vous voulez mettre en place donc les solutions que le citoyen va utiliser, bien évidemment, il faut l'associer. Il faut l'associer dans la conception
dans la mise en œuvre, dans les tests, même jusqu'à l'utilisation en tout cas. En quoi faisant? Déjà, il y a les systèmes qui sont beaucoup plus utilisés quand on veut mettre en place en tout cas des solutions. C'est d'abord un échantillonnage de la population ciblée. Si on veut mettre en place une solution qui est orientée étudiant, bien évidemment, il faut cibler cette population-là, essayer de travailler avec eux dans la mise en œuvre. Donc, on le fait souvent d'abord en utilisation. On ne peut pas atteindre en tout cas toute la population physiquement. Eh bien, on met en place un système de e-participation, que les gens, en tout cas, participent à distance, ils donnent les idées sur la solution à mettre en place. Et les solutions qui sont déjà déployées, que peut-être on n'a pas eu l'occasion de les associer, on met en place, en tout cas, les systèmes d'évaluation même du service rendu en ligne ou pas, de pouvoir faire des réclamations en ligne, en tout cas mettre en place un dispositif qui permet de rester toujours connecté avec cette population-là qui est vraiment connectée. C'est une tautologie, mais qui est connectée, donc à travers en tout cas les différents moyens qu'on peut mettre en place. Et ensuite, aujourd'hui, la population qui utilise aujourd'hui le téléphone comme outil de navigation sur l'Internet, cette population-là est habituée à aller sur les réseaux sociaux, vous voyez les TikTok, etc., etc. Et là, ces plateformes-là offrent une facilité d'utilisation et ça ne nous demande pas des formations voilà, de haut niveau pour pouvoir utiliser ces plateformes. Donc, du coup, l'administration aussi doit s'adapter à ce concept-là. La solution qui est mise en place en collaboration avec cette population qui va l'utiliser doit être une application en tout cas simple, intuitive, qui n'est pas loin en tout cas de ces autres plateformes qui sont utilisées par cette population-là. Maintenant, pour l'entreprise, pour les entreprises de manière générale, comment les associer? On peut les associer de deux manières. D'abord, la première manière, c'est en tout cas de faire les solutions qui sont déployées dans l'administration. C'est-à-dire, ces entreprises-là peuvent participer à la mise en œuvre de ces solutions. Ce n'est pas l'administration qui va recruter les développeurs qui vont développer des solutions qui sont utilisées non seulement dans l'administration, mais aussi au niveau qui sont orientées citoyens. Mais ces entreprises aussi peuvent en tout cas participer à la mise en œuvre des solutions pour la digitalisation de l'administration. Et de l'autre côté, comme les citoyens, une fois qu'on veut mettre en place une solution, eh bien, on invite les entreprises pour donner leurs avis sur une solution qu'on veut mettre en place, qui est non seulement, qui peut être orientée même entreprise, par exemple le système de paiement des taxes, par exemple, qui est orienté entreprise. Si vous voulez mettre en place, en tout cas, une solution pareille, l'idéal serait que, en tout cas, vous travaillez avec les entreprises pour ne pas quand même louper quelques fonctionnalités qui sont intéressantes. Les tracasseries qu'ils ont, c'est eux qui maîtrisent. Donc, il faut vraiment concevoir, c'est-à-dire co-construire en fait les solutions qui sont déployées dans l'administration à destination des citoyens ou aux entreprises. Et aussi, leur mot en tout cas, ou bien leurs avis, ou bien leurs contributions sont nécessaires, en tout cas hyper nécessaires d'ailleurs, je dirais, pour la mise en place en tout cas de ces solutions, pour la digitalisation de manière générale de l'administration. Merci, Innocent. Mais je vais peut-être me retourner vers Afis pour la même question, mais avant, je voulais juste rebondir sur un point. Alors, Innocent, quand vous dites que intégrer les entreprises, ou alors choisir une entreprise qui devrait développer une solution pour l'État, mais est-ce qu'à ce moment, les entreprises de l'écosystème économique d'un pays seraient tous impliquées? Parce qu'à ce moment, on a l'impression que c'est une entreprise qui aura peut-être gagné le marché, qui sera impliquée, mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer l'ensemble des entreprises qui vont potentiellement utiliser la plateforme en question? Parce que je pense que c'est là où il y a la question se poserait avec acuité. Mais bon, je vais peut-être me tourner vers Afis pour qu'il me donne son point de vue
par rapport à cette question-là sur l'implication des citoyens et des entreprises dans les projets de mise en œuvre et de digitalisation des services de l'État. Merci Achille, très très bonne question, hein, si je peux me permettre. En fait, ce qu'on a fait nous au Bénin, c'est que on a défini ce qu'on appelle un cadre de développement des services. À partir du moment où on a défini ce cadre de développement des e-services, on a un peu comme une espèce de certification où il faut que les différentes startups de l'écosystème suivent donc ce cahier de charge pour avoir la possibilité de développer des services dans ce cadre. Et à partir de là, on a vraiment une implication totale de tout l'écosystème. Parce que chaque fois qu'on va avoir une expression de besoin d'un e-service, on peut directement la caractériser. Est-ce que c'est un e-service qu'on appelle simple, moyen ou complexe? Lorsque c'est simple, cela peut même faire l'objet de stages que l'on donne dans notre agence des systèmes et services pour pouvoir permettre à des jeunes développeurs de pouvoir se dire tiens, j'ai pu faire un e-service pour l'administration de l'ONAS. Après, lorsque c'est moyen ou complexe, là, lorsque les entreprises suivent ce cahier de charge, elles ont dans un framework, dans un cadre bien défini, la possibilité donc de suivre certaines règles et de développer un e-service, mais qui reste dans le moule de ce à quoi on leur a fait appel. Donc, il n'y a pas du tout de monopole. Toutes les sociétés qui veulent développer des e-services ont juste un cahier de charge à suivre et le rendu final est un e-service qui est celui qui est défini pour le service public. Donc, ça, c'est pour l'implication de différentes startups dans l'écosystème pour permettre de pouvoir avoir de plus en plus de e-services. Maintenant, comment associer le citoyen vraiment à cette révolution des e-services? Je veux dire la même chose qu'il me semble. Il faut qu'on soit des citoyens. Nous, ce que l'on a, dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle le service aux usagers. On utilise beaucoup ce service aux usagers pour pouvoir avoir des recueils des différentes personnes qui viennent un service en ligne, un service physique, de sorte à pouvoir déjà discuter avec ces personnes pour voir le cas échéant l'avantage qu'ils auraient à pouvoir utiliser le même service en ligne. Et on a eu du succès avec ce type de recueil. Je vais vous donner des exemples très très simples, qui sont très parlants. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le e-casier judiciaire. Le e-casier judiciaire aujourd'hui rend un réel service à tous les Béninois. Avant, lorsque vous vouliez obtenir votre casier judiciaire, il fallait aller dans la ville de votre naissance. C'est-à-dire que si moi j'habite, si je travaille et que j'habite en France et que je suis né dans une ville au fin fond du Bénin, il faut non seulement que je prenne l'avion pour venir jusqu'au Bénin, après que j'aille dans cette fameuse ville, que je fasse la demande, que je reste 48 heures, puis que je revienne avec mon casier judiciaire. Là, de partout dans le monde, je peux directement faire ma demande du casier judiciaire. Ça a été un succès total dès qu'on l'a mis en place. Pour vous donner des chiffres, on a multiplié par 2,5 fois le nombre de demandes, c'est-à-dire qu'on a fait plus de 157% de demandes en ligne. Donc là, c'est vraiment mettre le citoyen au cœur d'un besoin pour pouvoir lui générer un service en ligne. Pareil, la même chose. On a beaucoup de personnes qui, dans tous les pays, comme dans tous les pays, viennent au Bénin. Mais selon le cas, il faut aller dans une chancellerie du Bénin à l'étranger pour pouvoir obtenir son visa. Grâce à e-visa, nous avons multiplié par 6 le fait de l'État et aussi le nombre de visas qui sont demandés en ligne. Aujourd'hui, le e-visa est un succès pour le Bénin. Et la dernière chose que je dirais aux entreprises, c'est que à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, nous avons l'habitude de pouvoir faire des élections consulaires. Ce sont des patrons d'entreprise qui doivent venir pour pouvoir mettre leur bulletin dans le mur, qui doivent se déplacer malgré leur agenda très chargé. En écoutant
donc ces différents patrons d'entreprise, nous allons dématérialiser le vote en permettant donc de pouvoir faire un e-vote. Et puis vous donner des chiffres clairs. Lorsqu'on a lancé par exemple le dernier e-vote à minuit, à 8 heures du matin, vous aviez 90% des chefs d'entreprise qui avaient déjà voté en ligne. Donc ça, c'est des exemples très clairs où il faut écouter le citoyen pour pouvoir lui mettre à disposition le e-service qui va bien. Voilà ce que je peux dire là-dessus sur l'implication que l'on peut avoir des startups dans l'écosystème et l'implication que l'on peut avoir en mettant le citoyen au centre du besoin. Merci. Merci beaucoup, Afis. Merci pour cette intervention. Alors, je pense qu'il y a une question qui, en principe, est subsidiaire à celle qu'on vient d'adresser, qui est celle de savoir comment est-ce que l'État peut garantir justement la pérennité et de l'utilisation justement des services qui sont digitalisés. Ça, je vais me tourner vers Innocent dans un premier temps. Comment est-ce que justement l'État peut garantir la pérennité de l'utilisation des services qui sont digitalisés? Parce qu'à un moment, il ne faudrait pas que ce soit juste un effet de mode. C'est-à-dire que le citoyen ou l'organisation lambda va utiliser le service juste par effet de mode et ne pas se reconnaître en ce service, et puis demain ne le fera pas. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, les États peuvent garantir la pérennité dans l'utilisation des services digitalisés? Je me tourne d'abord vers Innocent et ensuite on prendra l'avis de Geoffroy sur la question. Merci, Achille. D'abord, il faut la volonté, en tout cas des autorités, à pouvoir mener des programmes de digitalisation, pas des projets, mais des projets de courte durée de digitalisation de l'administration. Déjà, il faut une stratégie à long terme, bon, une stratégie sur un nombre d'années de digitalisation de l'administration. Comme vous le savez très bien, donc là, les administrations, l'organisation des administrations, en tout cas, ça change, mais il y a une stratégie claire et là, il n'y a pas moyen de passer à côté. Donc, cette stratégie doit être claire et ensuite, il doit y avoir un cadre juridique et réglementaire, en tout cas solide, en matière de cette digitalisation. Parce que il y a des choses quand même qu'il faut encadrer par la réglementation. Et là, il faut vraiment quand même les textes solides pour pouvoir accompagner justement ces initiatives. Maintenant, après cette volonté, la stratégie et puis le cadre juridique solide, on passe maintenant aux techniques. Donc, on met en œuvre. Donc, il faut absolument mettre en place, en tout cas, les infrastructures, les solutions de qualité, pas les... Oui, comme vous avez dit, pas effet de mode. Oui, c'est joli, on met en place et puis on oublie. Non, il faut vraiment quand même miser sur les infrastructures de qualité. Ensuite, essayer de stabiliser les budgets de maintenance de ces plateformes-là et de ces infrastructures. Ça vaut pas la peine de mettre en place ces infrastructures de qualité et puis on ne voit pas à long terme en fait comment on va maintenir ces infrastructures-là. C'est pas possible. C'est inutile, quoi, je dirais. Et ensuite, il faut peut-être le dernier point que je dirais, il faut mettre en place une stratégie ou un programme ou une orientation de formation, c'est-à-dire de conduite du changement au niveau de l'administration. Quand vous mettez en place les stratégies, il faut vraiment quand même avoir les agents, les ressources humaines aussi de qualité qui sont aussi bien engagés, mais aussi quand même formés pour pouvoir justement utiliser ce digital-là de manière efficiente. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Merci. Ok, très bien. Donc, des infrastructures de qualité qu'on pourrait maintenir, les ressources humaines de qualité. Alors, Geoffrey, quel est votre avis sur la question? Oui, je partage l'avis d'Innocent, hein, parce que vous savez, la transformation digitale induit déjà des changements à plusieurs niveaux, d'ordre managérial, opérationnel, organisationnel et même culturel. Et ça induit des transformations, des changements qu'il faut maintenant accompagner. Il faut accompagner ces changements
auprès des agents de l'État même et aussi auprès des citoyens. Mais ce que je dis et que je suis d'accord avec Innocent, il faut la qualité du service. C'est-à-dire ce service-là de qualité basé sur des infrastructures de qualité aussi. D'accord? Maintenant, avec cette qualité et une bonne gouvernance mise en place autour, je ne vois pas pourquoi ce service-là ne va pas être pérennisé. Et surtout que dans la définition du service dès le départ, et on est sûr de l'utilité de ce service pour les populations et que les services-là répondent aux normes, je pense que on n'aura pas du mal à faire pérenniser ce service si on ajoute également, après sa digitalisation, les étapes de la sensibilisation. Il faut sensibiliser les citoyens et pour que les citoyens sachent qu'il y a ces facilités qui sont mises à leur disposition. Si le citoyen sait que depuis son lit de chambre, d'hôtel ou je ne sais quoi, il peut demander des services qui habituellement lui demandaient de se déplacer à des milliers de kilomètres, centaines de kilomètres pour pouvoir les faire délivrer. Et il sait que déjà, depuis son téléphone portable, dans son lit, à n'importe quelle heure, il peut aller sur le portail national des services publics pour se faire délivrer. Enfin, pour d'abord savoir les panoplies de services mis à sa disposition et tout, je pense que ce sont des atouts pour pouvoir pérenniser ces services-là. Pour le cas du Bénin, et comme Innocent l'a dit, il faut des cadres réglementaires. Les cadres réglementaires existent pour tout ce que le Bénin a développé comme plateforme, comme service digitalisé. Il y a un cadre réglementaire mis en place en bonne et due forme. Il y a un cadre de gouvernance. Si je prends le cas de la plateforme nationale de l'interopérabilité et du portail national des services publics, il y a des décrets qui sont mis en place, qui définissent même un comité national d'interopérabilité qui essaie d'établir les politiques et stratégies de développement et de l'utilisation de ces plateformes. Vous voyez, c'est des actions devant impacter la pérennisation de ces services. C'est ce comité national qui est appuyé par une structure de coordination qu'est l'Agence des services et systèmes d'information pour coordonner, pour pouvoir assurer, impacter les populations. Ce comité vient maintenant pour faire des recommandations à cette structure de coordination pour la promotion des plateformes, pour l'utilisation des services digitalisés. Donc, je pense que toutes ces actions mises ensemble devront quand même assurer, garantir la pérennité des services au niveau national. Merci beaucoup, Geoffroy. Je ne sais pas si Olivier, avec un mot à dire sur cette question avant qu'on ne passe à la séance de questions-réponses pour permettre à nos participants de vous poser la question. Olivier? Ah, le micro est coupé. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui, désolé pour ça. Une chose que je voulais ajouter à ça, pour vraiment assurer la pérennité, il faut que l'accessibilité soit simplifiée. Ça veut dire il faut vraiment que si jamais on soit là, s'il y a un site web où on a les services gouvernementaux, ça doit être très visible et simplifié. Comme présentement, si on va sur le site web de Google, on a sûrement un chat de service où on tape notre question. Si on s'assure que ça c'est simplifié, ça facilite l'accès, donc ça encourage l'utilité et la pérennité va être là. Et une autre chose, il faut aussi qu'on assure aux clients, qui c'est là la population, que la protection des informations personnelles est vraiment assurée. Parce qu'aussitôt qu'on parle de digitalisation, on commence à penser aux fraudes qui peuvent être liées à ça. Mais il faut qu'on s'assure que les systèmes qu'on crée, ils ont une façon de montrer la transparence à l'utilisateur. Que si jamais quelqu'un accède à mes informations, il y a une façon que je peux savoir. Donc, c'est ça. Et l'autre chose, c'est ce qui est la logique, qui est la sécurité de l'information. Merci. OK. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. Je pense que on va permettre justement aux participants de poser la question. Je vais peut-être laisser la parole à Kate pour qu'elle puisse nous lire quelques questions de nos participants et permettre que nos panélistes puissent apporter des éléments de réponse.
Donc, Kate, est-ce que on a des questions de nos participants? Bien évidemment, nous avons des questions. Alors, la première question que nous allons prendre est celle-ci. L'ouverture des données publiques des États soulève-t-elle des questions sur leur souveraineté numérique? L'ouverture des données publiques des États soulève-t-elle des questions sur leur souveraineté numérique? Question adressée à M. Olivier. OK. Merci beaucoup. Merci pour la question. Une chose qu'il faut qu'on clarifie, quand on parle de l'ouverture des données publiques, pour digitaliser les services, la première étape à faire, c'est l'ouverture des données publiques entre les institutions publiques, qui s'élèvent dans ce cas-ci les institutions des mêmes États. Donc, ce qui fait que même s'il peut y avoir des questions, mais si on parle que c'est les institutions des mêmes États, donc les ministères qui font partie des mêmes gouvernements, normalement, il devrait y avoir un niveau de confiance élevé. Ce qui enlève la question, parce que l'étape numéro 1, c'est de mettre toutes ces données ensemble au niveau du gouvernement pour que le client, qui est la population, il est capable d'accéder à ces informations à un guichet unique. Donc, ce qui enlève tout problème ou toute question de fraude qu'on peut se poser ou de confiance ou de souveraineté numérique. En faisant ça entre les institutions, on élimine ça. Une autre chose, c'est exactement ce que je venais aussi de dire avant, c'est que si on commence à utiliser ces informations entre les institutions, comme le client, c'est très important que moi, étant quelqu'un qui demande les services, je puisse savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui est venu chercher les informations sur moi. Ça veut dire quoi? Disons que moi, avec ma carte d'identité, je suis capable de demander mon casier judiciaire. Mais j'aimerais aussi savoir que si jamais il y a une enquête qui se passe sur ma personne, que je ne sais pas, qu'il y a une façon que je peux entrer dans un portail quelque part, entrer ma carte d'identité et savoir que messieurs Achille et Afis et Bonou et Innocent, ils sont venus chercher mes informations. Si c'est comme ça, là, j'ai déjà la confiance. Je dis tout ce qui se passe, au moins je peux savoir. Donc, en faisant ça, on sera à un niveau, là, je me réfère un peu aux pays qui sont déjà avancés avec ce processus de digitalisation. C'est que pour que le client, qui est le peuple, il ait confiance à ce que tu fais, c'est qu'il trouve que tout ce que tu fais, c'est transparent. Ce qui est important. Avec ça, donc, la plupart des questions, ils sont normalement éliminées si on prend cette étape. Merci. Merci Olivier. Prochaine question pour M. Bonou. Alors, après son brillant exposé sur ce qui se passe au Bénin, quelqu'un a demandé comment le gouvernement béninois gère-t-il la protection des données personnelles? Nous sommes tous intéressés de le savoir. OK, merci. Je vais donner mon élément de réponse qui serait peut-être appuyé par mon collègue Afis. Il faut dire, quand nous entrons dans l'ère de la transformation numérique, les questions qui se soulèvent d'office, c'est les questions de la protection des données personnelles, les données à caractère personnel. D'entrée de jeu, le gouvernement béninois, ayant compris cela, a d'abord essayé par des réformes de renforcer le cadre juridique en adoptant le code du numérique qui définit des dispositions très claires pour la protection des données et pour quand même qui a dédié tout un livre par rapport à cet aspect, la protection des données à caractère personnel. Ce même code a créé également une autorité de la protection des données à caractère personnel, l'APDP, qui s'érige aujourd'hui comme cette autorité-là qui veille
à la protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a, disons, un cadre juridique approprié et en même temps, il y a un cadre institutionnel qui accompagne le respect des dispositions législatives qui sont définies dans ce code et qui veille à ce que les données personnelles soient véritablement protégées. Je vais peut-être ajouter un mot. Donc voilà, effectivement, on a la PDP au Bénin, donc l'Agence de protection des données, qui a eu l'autorité devant laquelle il faut clencher lorsqu'on veut sortir une plateforme. Et pour les avoir rencontrés plusieurs fois, je peux vous garantir que c'est pas dépendre. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire assez complexe qu'il faut remplir avec l'ensemble de questions bien précises, de sorte à s'assurer que certaines règles bien précises sont suivies lorsque on met en place une plateforme. Les règles qui sont assez classiques, c'est lorsqu'on va collecter les informations de nos citoyens, est-ce qu'on a droit à ce qu'on appelle un oui? Est-ce qu'au bout d'un certain temps, le citoyen a la possibilité de dire qu'il n'aimerait plus que ces données qui avaient été collectées soient toujours sur la plateforme et qu'elles soient explicitement supprimées? Donc, vous avez comme ça un ensemble de questions. La possibilité donc, pour cette autorité de pouvoir venir de façon inopinée faire un ensemble d'audits. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que cela concourt à ce qu'on appelle la confiance citoyenne. Les citoyens savent que lorsqu'ils vont sur une plateforme bien précise, elle est cadrée donc, par le code du numérique et elles ont de savoir ce qui a été collecté sur elles. C'est ce que je voulais rajouter à ce que Geoffroy vient de dire. Merci, Monsieur Afis et Monsieur Bonou. La prochaine question est destinée à Monsieur Innocent. Alors, la question est la suivante. Quel est le véritable facilitateur du processus de transformation de l'administration en ligne? Quel est le véritable facilitateur, du processus de transformation de l'administration en ligne? Alors, pour répondre à la question, d'abord, je voudrais signaler que on digitalise les services justement pour faciliter un tout petit peu l'accès aux services publics par les citoyens, les entreprises. Hein. Et à ce niveau, le citoyen, les entreprises, eux, ils attendent. Ils attendent que l'administration soit, les services de l'État soient digitalisés. Ils attendent. Donc, c'est eux qui devraient normalement être un blocus un tout petit peu parce que c'est eux qui exploitent déjà au finish en fait ces services-là et eux, ils attendent déjà que les services de l'État soient digitalisés. Et maintenant, justement, le facilitateur maintenant revient au niveau de l'État. S'il n'y a pas de volonté politique des hautes autorités de l'État, rien ne peut marcher. Si le président de la République dit que voilà une orientation en matière de digitalisation, bien évidemment, il y a ses conseillers, il y a en tout cas son entourage, le gouvernement, etc. Et ils comprennent en tout cas les choses de la même manière, bien évidemment, la digitalisation des services va se passer. Parce que la technique, tout ce qui est technique, en tout cas, ça vient après, mais il faut vraiment la volonté politique qui est impulsée par les hautes autorités du pays et justement tout le gouvernement qui doit, en tout cas, mettre en œuvre, doit s'y mettre. Mais je dirais qu'en tout cas, le principal facilitateur, en tout cas, de la digitalisation, bien évidemment, c'est les hautes autorités des pays. Voilà, merci. D'accord. Prochaine question pour M. Bonou. La digitalisation des services gouvernementaux ne constitue-t-elle pas un moyen de pression et de discrimination détenu par les leaders du pays?
Comment s'assurer que la digitalisation des services gouvernementaux respecte-t-elle la liberté fondamentale des hommes? Très, très, très intéressante question. Wow. C'est une question vraiment intéressante qui a également plusieurs compartiments pour pouvoir donner des éléments de réponse. Alors, le participant qui pose cette question a peut-être des inquiétudes. Et je voudrais le rassurer pour dire que la digitalisation, c'est pour aller dans le sens de l'amélioration et de la facilitation de la vie des citoyens. Pas pour contrôler leur vie, pas pour hypothéquer leur liberté, comme il semble le dire. La digitalisation, c'est pour que les citoyens ne se sentent être au cœur de la chose, de l'administration, et qu'ils sentent être au cœur des services publics, le développement des services publics, puisque c'est pour eux qu'on développe les services qui sont digitalisés en fait. Donc, ce n'est pas pour rien que, à côté du fait de la digitalisation des services, il y a des mesures que les gouvernements prennent pour garantir la confiance, pour assurer la confiance. La digitalisation aussi, ça demande à ce qu'on garantisse la confiance. Et cette confiance est garantie par la sécurité des données, par la protection des données à caractère personnel, comme on vient de le dire tout à l'heure. En aucun cas, cela peut être s'ériger comme porter atteinte à la liberté des personnes en tant que telles. Je ne perçois pas ça de cette façon, mais par contre, les gouvernements ne s'érigent pas non plus à porter atteinte, quelle que soit, de quelque forme que ce soit, à la liberté des citoyens par le processus de digitalisation. Le processus de digitalisation, c'est pour une amélioration, c'est peut-être l'État peut décider en digitalisant les services pour peut-être améliorer ou avoir une meilleure maîtrise de son budget, du budget de l'État, de maîtriser les dépenses de l'État, par exemple, optimiser les dépenses pour mettre en place une bonne gouvernance, une efficacité dans l'administration, ainsi de suite. Mais en dehors de ça, je ne vois pas les questions de liberté qui peuvent être entachées dans ce sens. Peut-être que monsieur. les panélistes ont d'autres éléments, mais bon, sinon, ce sont les éléments que moi j'ai par rapport à cette question. J'ai eu l'impression que Olivier voulait intervenir. Pardon? J'ai eu l'impression que Olivier voulait intervenir. Ah, d'accord. Non, c'est correct. C'est correct. Nous tendons malheureusement à la fin, mais nous allons prendre deux dernières questions. La question suivante, c'est celle-ci. Quels pourraient être les partenaires stratégiques ou les parties prenantes clés dans la digitalisation des services gouvernementaux? Question adressée à Monsieur Afis. Merci pour la question. Donc, les premières parties prenantes qui me viennent à l'esprit, on en a parlé. Donc, les citoyens, les administrations, donc les différents ministères. Et récemment, on a parlé de l'APDP, donc cette autorité de protection des données. Mais si on prend après le cas du Bénin, il y a aussi deux parties prenantes qui sont très, très importantes que l'on prend en compte lorsque dématérialise nos e-services sont l'Agence nationale de la sécurité. Parce que ce que l'on fait à partir du moment où vous exposez des e-services en ligne, il faut toujours vous dire que vous pouvez avoir des personnes malveillantes, donc qui veulent pouvoir se substituer à une autre pour pouvoir consommer les e-services à leur place. Donc on travaille beaucoup de services
e-service avec notre agence de sécurité qui a toute une stratégie pour la sécurisation de toutes les plateformes qui sortent, de sorte à nous assurer qu'il n'y a pas de trou de sécurité. Pour vous donner un exemple, parce que vous prenez la plateforme des services, du service public en ligne, elle fait régulièrement donc l'objet de stress tests, de tests d'intrusion en utilisant les dernières techniques pour s'assurer que régulièrement on est toujours protégé. Et la dernière partie prenante à laquelle je pense, et je fais vite, j'aimerais finir, ce sont les agrégateurs de paiement. À partir du moment où vous mettez quelque chose en ligne, il faut pouvoir travailler donc avec des parties prenantes qui vous permettent de pouvoir digitaliser aussi les paiements. Voilà à peu près les parties prenantes que je pourrais souligner avec lesquelles on travaille régulièrement sur les différents services au Bénin. Merci. Merci, Monsieur Afis. Nous allons prendre les dernières questions, mais pendant que nous répondons aux questions, nous allons également faire passer un sondage. Nous espérons que tous les participants puissent y répondre. Alors, la question pour Monsieur Bonou, pourquoi les gouvernements africains se méfient-ils de la digitalisation de leurs services? S'ils se méfient du piratage de leurs signatures, faut se poser la question, que font les banques pour leur sécurité? Merci, Madame Kate. Comme nous le disons, la question de la digitalisation appelle derrière la question de confiance. OK? Il faut assurer la confiance numérique. Et donc, les gouvernements, disons les amis, les panélistes avec qui je suis ici, je crois Innocent avait dit il faut une volonté politique. La volonté politique est portée par les gouvernements. Donc, en même temps, si c'est le gouvernement qui porte cette volonté d'aller dans le sens de la digitalisation pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, il serait en même temps un peu bizarre que les mêmes gouvernements puissent se méfier de cette digitalisation en même temps. Alors, moi je dis, les États dans lesquels le processus de digitalisation avance si bien, ils prennent les mesures, d'accord, pour pouvoir garantir la confiance numérique. Et donc, la digitalisation appelle également d'autres corps de métier qui pourront surgir. Je veux dire les prestataires de services de confiance, puisque quand nous parlons de la digitalisation, on fait recours à la dématérialisation. Même la signature aussi peut être dématérialisée, et nous parlons là de la signature électronique. Alors, et aujourd'hui, nous avons des prestataires de services de confiance pour fournir la signature électronique. On a dit tout à l'heure que dans la digitalisation, les priorités qu'on devrait avoir, c'est de garantir la sécurité des plateformes. Et on a dit pour le cas du Bénin, il y avait une infrastructure à clé publique qui assure cette sécurité de nos plateformes. Donc, les gouvernements, aujourd'hui, pour le cas du Bénin, c'est le gouvernement béninois qui donne déjà l'exemple par rapport à cet état de choses qu'aujourd'hui. Les conseils des ministres aujourd'hui, les documents qu'on envoie au niveau du conseil des ministres, c'est déjà, il y a une étape intermédiaire qui est la numérisation des signatures. Nos autorités apposent déjà de façon numérique les signatures sur les documents officiels. Donc, les gouvernements ont donné une vision et en même temps accompagnent cette vision. Donc, peut-être au niveau des gouvernements où il y a cette réticence, peut-être il y aura nécessité peut-être que comment dirais-je, les sachants, les spécialistes en la matière de ces gouvernements puissent sensibiliser nos dirigeants qui, à justice, peut être un peu frileux par rapport à ces signatures, puisque la signature d'une autorité, ça vaut de l'or. Donc, c'est peut-être pour ça que, bon, il y a certains gouvernants peut-être qui sont un peu réticents. Mais si on regarde toutes les mesures que nous avons dit, si on prend toutes les mesures nécessaires qui accompagnent le processus de digitalisation, il n'y a pas besoin que les gouvernements, surtout africains, comme le participant l'a dit,
soient réticents par rapport à ce processus. Merci, M. Bonou. Dernière question pour M. Innocent. Quels sont les préalables dans le processus de digitalisation d'une organisation? Très bonne question, hein. Beaucoup de gens pensent que la digitalisation, ça demande, il faut l'argent, ça dit, cherche en tout cas la réponse dans les moyens, les trucs comme ça. Bon. D'abord, il faut, donc la personne qui a posé la question a parlé de l'organisation de manière générale. Donc, il faut que déjà la direction de cette organisation soit convaincue. Ça ne vaut pas la peine de commencer quelque chose en hésitant. Donc, si la direction, en tout cas, est convaincue, pour le cas des administrations, c'est vraiment les hautes autorités. Si les hautes autorités sont convaincues, là, on a une base solide pour la digitalisation. Donc, deuxièmement, il faut connaître quand même la maturité de l'organisation, la maturité digitale. Donc, ça ne vaut pas la peine de se lancer dans la digitalisation sans toutefois, en fait, maîtriser, ou pas maîtriser, oui, maîtriser d'ailleurs, ou bien, en tout cas, avoir une idée claire sur la maturité digitale de l'organisation. Et troisièmement, eh bien, là, il faut, comme on a dit tout à l'heure, pour la digitalisation, ce n'est pas seulement les logiciels, les machines, etc. Donc, c'est vraiment l'organisation sur le plan organisationnel. Il faut réorganiser en tout cas réorganiser les équipes de l'organisation pour pouvoir en tout cas réussir sa digitalisation. Et autre chose, c'est que si vous voulez mettre en place une digitalisation digne de son nom, il faut penser, quand vous mettez en place les solutions, il ne faut pas penser outils que vous allez utiliser, non, non, non. Il faut penser plutôt l'usage de ces outils-là que vous allez mettre en place. Donc, vous pensez usager, pas outils que vous allez mettre en place. Et maintenant, comme il y a conviction côté direction de cette organisation, bien évidemment, il faut gagner quand même l'adhésion de tous les autres départements. Ça ne vaut pas la peine que la direction générale ou bien en tout cas les hautes autorités d'un pays soient convaincues que vous allez lancer la digitalisation. Il faut faire adhérer en tout cas les autres départements de l'organisation à cette nouvelle dynamique. Donc ensuite, enfin d'ailleurs, il faut quand même un bon programme de conduite du changement parce que vous allez travailler avec les gens, vous allez changer pas mal de choses, il faut que les gens soient préparés à ce changement-là. Donc, je reviens à la conduite du changement. Il faut vraiment la conduite du changement bien menée pour ne pas amener la révolution au lieu de l'évolution. Si vous amenez la révolution, et là, ce n'est pas vraiment la digitalisation que vous êtes en train de faire. Voilà en fait les points que je peux donner comme vraiment préalable à la digitalisation dans une organisation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Innocent. J'ai eu du mal vraiment à terminer. Une dernière question, comme on dit, une dernière pour la route, adressée à Monsieur Afis et Monsieur Geoffroy. La question est la suivante. Quel est le mécanisme mis en place par l'État béninois pour informer la population de la digitalisation d'un service? Je pense qu'on pourrait terminer avec cette question-là. On parlait de communication tout à l'heure. Oui. Ok, je pense que le mécanisme mis en place par le gouvernement béninois, c'est la sensibilisation. Vous savez, au niveau du ministère du numérique et de la digitalisation, nous avons des directions départementales. Et aujourd'hui, les directions départementales jouent le rôle de relais de l'administration centrale dans les localités où ils sont implantés. Alors, cette direction départementale essaye de relayer les informations du niveau central au niveau des populations déconcentrées. Donc, ils ont pour mission également de pouvoir assurer la sensibilisation au niveau des autorités locales, au niveau des citoyens de leur juridiction,
C'est un mécanisme pour que tout ce qui se fait au niveau central puisse être relayé à la base. Pourquoi? Parce que le service public qu'on est en train de mettre en ligne, ce n'est pas pour l'administration centrale, c'est plutôt pour ceux-là qui sont dans des zones reculées, qui sont partout, quelle que soit leur situation géographique, pour qu'ils puissent avoir accès à ces services. Et en plus de ce mécanisme, le gouvernement, dans le souci de pouvoir réduire la fracture numérique, c'est qu'il y a des populations qui n'ont peut-être pas accès directement aux services TIC, et donc a mis en place des points numériques communautaires dans plusieurs localités. Okay? Et ces points numériques communautaires peuvent servir également de centre pour les populations pour pouvoir avoir accès au portail national des services publics, pour pouvoir solliciter les services. Donc, tout ça mis ensemble, accompagné par les actions de l'agence elle-même, avec le cadre de gouvernance dont nous avons parlé qui est mis en place, il y a une synergie d'action quand même qui dispose d'un même objectif, qui est de pouvoir impacter les populations pour qui les services sont disponibles. Donc okay. Voilà. Je vais juste rajouter qu'en plus des points numériques communautaires qui a été mis en place par le gouvernement, il y a aussi la Poste qui a mis en place pareil des centres communautaires, parce que la Poste quadrille vraiment le bilan. Donc, ce sont vraiment des points qui sont très, très importants. Geoffroy expliquait tout à l'heure qu'on a des relais, de sorte à pouvoir faire la promotion du portail national du service public. Et on a aussi la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui nous sollicite pour qu'on vienne former les différents conseillers de la CTIB, de sorte à ce qu'eux-mêmes sachent conseiller les entreprises qui viennent vers elles pour pouvoir obtenir certains services, de sorte à ce qu'ils n'ont plus à se déplacer, de sorte qu'ils puissent le consommer en ligne. Donc voilà, en dehors de cela, il y a beaucoup de communication digitale qui se fait, des tutos. On est très, très appuyé par la direction de la communication présidentielle sur les pages numériques du gouvernement. Et on est on impacte beaucoup de nos citoyens béninois avec des tutos, de sorte à savoir comment consommer tel ou tel service. Et on a aussi des retours d'informations de nos concitoyens que l'on prend en compte pour nous assurer que vraiment on passe de plus en plus d'un service qui est manuel vers la consommation des e-services. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci, monsieur. Achille? Merci, Kate, pour cette séance de questions-réponses de la part de nos participants. Je pense que nous tirons justement à la fin de notre session. On aurait pu discuter pendant encore 1 heure de temps que personne n'aurait vu le temps passer. Je veux juste prendre l'occasion et rappeler à nos participants que nous avons justement une session de formation en ligne sur sa transformation digitale. C'est une session en ligne. Ce n'est pas une session pour laquelle vous avez besoin de vous déplacer. Donc, étant donné que nous accompagnons des institutions dans la transformation digitale, nous avons cette formation qui débute le 2 novembre, donc dans quelques jours seulement, mais vous pouvez encore vous inscrire. Et à la suite, vous savez, quand on parle de transformation digitale, il faudrait prendre en compte l'aspect risque. On l'a évoqué, protection de données, mais il y a plusieurs autres paramètres qui rentrent dans la transformation digitale. Donc, nous avons une autre formation qui interviendra, celle-là, du 10 au 12 novembre, sur la gestion des risques liés justement à la transformation digitale. Donc, les participants, nous vous invitons à vous inscrire, soit en nous envoyant un email, soit en vous connectant à notre site internet pour prendre une inscription.
Donc, sur ce, je pense que nous pourrions poursuivre la discussion sur nos différents réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Je voudrais prendre de la peine ici pour remercier les panélistes qui ont bien voulu participer à cette séance. Merci Afis, merci Innocent, merci Geoffrey, merci Olivier. Je sais qu'il est déjà un peu tard au Rwanda, Olivier. Merci d'avoir pris la peine justement de participer. Et surtout un grand merci à vous, chers participants, d'avoir accepté, d'avoir pris de votre temps pour suivre ce webinaire. Donc nous vous disons au revoir et à très bientôt dans prochaine édition de nos webinaires by MRC. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci.